Bonjour à tous, amoureuses et amoureux du LOSC et bienvenue sur Le Petit Lillois, c'est Enzo. Vous m'avez déjà vu quelques fois sur la petite tribune avec Raphaël et bienvenue sur La Petite Causerie, un nouveau format du Petit Lillois pour vous expliquer rapidement 2 jours avant chaque match, que ça soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. On se retrouvera pour faire la preview de la rencontre qui suit avec 2 spécialistes du club adverse et pour la première de la saison, direction Angers. Ça sera l'entrée en lice du LOSC en Ligue 1 cette saison avec nos 2 invités. Le premier, Antoine Raguin, journaliste à Ouest France qui couvre le SCO d'Angers. Comment ça va, Antoine? Ça va très bien Enzo, merci beaucoup. Merci à toi d'être là pour la première. Et le second, Mathieu, fulginiste sur X pour les intimes, grand supporter du SCO. Comment tu vas? Salut, ça va, ça va. Merci messieurs déjà d'être là pour la première journée de cette Ligue 1, de cette saison 2026-2027, avec cette prépa du côté d'Angers qui s'est plutôt très bien passé. Victoire face aux Herbiers, 3-1, victoire face à Créteil. Une seule défaite, c'était face au Mans, et puis 2 victoires pour terminer face à 2 autres clubs de Ligue 1, Lorient et le PFC. Mathieu, comment on se positionne sur cette prépa? Il y a un nouveau coach, on va en parler, Stéphane Gilly, mais je pense, en tout cas de très loin, je l'ai beaucoup moins suivi que vous, mais qu'on peut être plutôt positif au vu des résultats sur cette pré-saison. Ouais, les résultats sont plutôt très positifs. Un des points qui m'a marqué par rapport aux saisons précédentes, c'est peut-être le fait qu'on ait marqué pas mal de buts. Je crois qu'on tourne à quasi 3 de moyenne par match. Malgré la défaite face au Mans, je pense pas que ce soit un si gros point noir. Ça aurait été pour moi inquiétant qu'on n'ait pas de points à améliorer ou de points de correction à gommer. Le jeu est plutôt satisfaisant aussi. Enfin, j'ai surtout vu le dernier match au stade, mais de ce que je vois à droite à gauche, le contenu intéressant, le nouveau staff a l'air de mettre des principes assez cohérents aussi et qui changent pas forcément du tout au tout avec ce qui se faisait avant, mais c'est plutôt encourageant. Ouais, dernier match, t'en parlais face au PFC, ancien club de Stéphane Gilly. Justement, Antoine, avec ce nouveau coach, qu'est-ce qu'on en retient de cette pré-saison estivale du côté d'Angers? Comme disait Mathieu, c'est plutôt une prépa qui s'est bien passée avec deux victoires contre des clubs de N1 pour commencer, pour se mettre en route. Ensuite, il y a une défaite au Mans. Le coach n'était pas forcément content de cette défaite, mais c'était vraiment au sortir d'un stage de pré-saison à Deauville où ils ont beaucoup travaillé physiquement. Donc les organismes étaient un peu entamés. Ils n'avaient pas du tout préparé ce match. Et ensuite, donc 2 victoires contre Lorient et le Paris FC. Comme Mathieu le disait, c'est 12 buts inscrits sur la prépa et 7 buteurs différents, ce qui est pas rien. L'année dernière, à titre de comparaison, j'ai plus exactement le nombre de buts, mais il y avait un buteur durant la prépa, c'était Steven Le Paul, et qui est parti après la troisième journée. Donc là, la menace, les possibilités de marquer sont beaucoup plus importantes. Et donc moi, j'ai vu ce dernier match contre le Paris FC où vraiment tout n'était pas parfait parce que c'est la prépa, parce qu'il y a beaucoup de boulot physique et il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est plutôt intéressant dans ce que cette équipe et dans ce que ce nouveau staff propose. Ouais. Ouais, victoire 3-2 face au PFC. Vous l'avez dit, beaucoup de buts à chaque match, aussi à chaque fois un but encaissé. C'était un petit peu ce qu'on reprochait parfois à Stéphane Gilly quand il est monté en Ligue 1, une équipe assez déséquilibrée, qui avait notamment beaucoup tendance souvent à abuser du jeu court, avec une équipe qui avait pas forcément les qualités pour reconstruire depuis l'arrière. Est-ce que c'est quelque chose, Mathieu, qu'on a pu observer sur cette prépa, qu'on pourrait revoir face au LOSC, ou vu que là, l'adversité par rapport à ce qu'on a connu sur cette pré-saison va augmenter un petit peu. On va peut-être être un petit peu plus, peut-être pas pragmatique, mais un petit peu plus restrictif dans l'approche de jeu côté Angevin. Bah, je pense que c'est un tout, hein. Il y a le côté, enfin déjà le goût de la compétition qui va revenir et qui change des premiers matchs de prépa. Enfin, c'est une saveur différente. Après, effectivement, les premiers adversaires étaient un peu plus modestes, donc et puis le club venait de reprendre aussi, l'équipe aussi, donc le temps de se roder. Il y a eu aussi des changements de gardien au cours d'un même match, donc ça peut peut-être jouer aussi sur déjà sur la compétence ou le talent du gardien, et après les automatismes avec les centraux, les défenseurs. Mais si on marque plus que ce qu'on encaisse, j'ai envie de dire peu importe le but qu'on encaisse, mais
C'est vrai qu'il y a une différence avec la saison dernière où on était assez réputé pour notre défense, sur le fait de ne pas encaisser de but. Bon, il y a eu un gros changement de gardien aussi qui à mon avis, va peser dans l'équation, mais à voir ce que ça donne. Faudra pas qu'on en encaisse trop non plus parce que on voit ce que ça fait quand on en encaisse trop. Ça peut avoir des conséquences au classement, donc à voir. Ouais, on va en parler du gardien. On le connaît un petit peu aussi du côté de Lille, Hervé Kofi qui a quitté Angers. Justement, vous faisiez la comparaison avec le Angers, le SCO d'Alexandre Dujeu. Antoine, qu'est-ce qu'on peut noter sur ce qui a changé avec Stéphane Gilly sur cette préparation? Comme disait Mathieu, c'est une équipe qui attaque beaucoup, à plus. Ils ont fait le début de la prépa, tout le début de la prépa en 4-4-2. Ils sont passés en 4-3-3 là sur le dernier match, mais le coach dit que plus que le système, c'est la position des joueurs qui est importante. C'est une équipe qui se procure des occasions, mais qui attaque beaucoup la profondeur, un jeu vertical, notamment avec Jordan Lefort et Branco Van de Boomen, où il y a une vraie qualité de jeu long, même Anthony Lopez, hein, quand on regarde les stats, je faisais les stats récemment je le comparais à Hervé Kofi. Et c'est justement la qualité de son jeu long, c'est le seul domaine où dans les stats sur la saison dernière il était meilleur que Kofi. Donc voilà, mais c'est aussi une équipe qui va prendre des buts, c'est certain. Le coach ne s'en cache pas, c'est son jeu, il sait que ça lui a posé des problèmes l'année dernière, il essaye de régler ça, mais il veut pas se renier totalement, et il a même dit, c'est une phrase bateau mais qu'il résume assez bien, il a dit après le match face au Paris FC, je préfère gagner 4-3 ou 3-2 que 1-0. Donc voilà. Ouais, justement, Mathieu, ce nombre offensif, ce jeu long, cette capacité à attaquer la profondeur, ça peut être le gros point fort sur lequel le SCO doit capitaliser, ou t'en vois d'autres face au LOSC qui pourraient mettre en difficulté cette équipe lilloise? Ben, j'ai pas trop suivi la prépa du LOSC, donc je pourrais pas te dire en fonction des Mm. points forts et points faibles de notre adversaire. Mais si on doit s'appuyer sur nos qualités, bah, c'est sûr qu'en étant en attaque, en ayant la balle et en faisant circuler le ballon, bah, tu es moins inquiété que quand tu n'as pas le ballon et que c'est l'équipe d'en face qui l'a et qui est en possession dans ton terrain. Donc si on peut axer là-dessus et comment dire, que maintenant on a un peu plus d'armes, de solutions et de variété dans le jeu offensif, on va pas s'en priver, hein, parce on a fait des années où c'était un peu plus léger, ou alors on pouvait compter plutôt que sur une ou deux solutions offensives. Puis bah, si on a une défense un peu plus friable, autant essayer de la protéger entre guillemets en ayant le ballon à l'opposé d'elle, quoi. Ouais, justement, on en parle un petit peu de ce côté très fort offensif et beaucoup moins défensivement. C'est vraiment là-dessus aussi, Antoine, que pour l'instant le SCO inquiète défensivement. Et je sais pas si tu as suffisamment, comment dire, su déceler certaines séquences où le SCO était particulièrement en difficulté, mais quelles sont les phases peut-être où le SCO défensivement est très exposé. Par exemple, du côté du LOSC, on en a un petit peu parlé dans la dernière petite tribune, mais sur les phases de transition défensive à la perte du ballon, le LOSC est très, très exposé, pas mal en difficulté. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver du côté du SCO, ou alors c'est d'autres lacunes défensives? C'est un peu pareil, hein. Enfin, c'est comme ils attaquent à beaucoup, la perte de balle haute et la transition rapide de l'adversaire est problématique, notamment d'un point de vue axial, parce que donc, le SCO là sur le dernier match notamment a joué avec Branco Van Den Boomen en sentinelle, qui est un excellent manieur de ballon. Enfin, tout son jeu long, c'est génial, ça arrive au millimètre. Il a même fait une passe D sur corner. Mais défensivement, c'est un joueur qui manque de vitesse. Donc il va falloir le protéger et protéger cette défense centrale, parce que il a perdu quelques ballons. Défensivement, c'est un peu compliqué. Donc c'est de ce point de vue-là, moi, que j'aimais certaines réserves. On l'a vu sur le match contre le Paris FC une à deux fois, dont une fois ça a donné un but, il y a eu une perte de balle et ça donne un but. Donc voilà, on sait pas trop comment ça va jouer, parce que pour le moment il jouait là en l'occurrence il avait joué dans un milieu à 3 avec Yacine Beldim et Bané Diatta qui jouaient un peu plus haut que lui. Beldim, on sait pas ce que ça va donner, s'il va rester ou pas. Et surtout il y a Haris Belkebla qui est blessé, le capitaine, qui doit revenir, qui est à même de protéger une sentinelle comme peut l'être Branco Van Elmen, donc à voir.
Justement, tu parlais du possible départ de Belgium. Si on fait un petit point déjà sur le mercato, il y a une grosse perte, c'est celle de Hervé Kofi, qui est rentré du côté de Lens, qui était, je pense, c'était mon cas, mais je pense surtout quand tu rejoint encore plus, peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 la saison passée, même si les trophées UNFP en ont décidé autrement. Il y a eu Anthony Lopez, du coup, qui est venu pour le remplacer, Branko van den Boomen qui est arrivé définitivement, aussi El Ouazzani et Anthony Berman qui ont été prêtés, puis un seul achat, on va dire, avec une indemnité de transfert, Ousmane Simbakoli. Mathieu, à quel point ce mercato il est avancé? Est-ce qu'on est sur un effectif qui est au complet ou alors il y aura encore des mouvements dans les deux sens? Bon, bah, Antoine te le dira mieux que moi, mais j'ai cru comprendre on allait signer le petit Calu de Pau, je crois, en arrière gauche. Ouais. Après, est-ce que Ecomier va partir ou pas? Ce sera pas moi qui vais le confirmer ou pas. Mais je pense que ce sera juste de l'ajustement de dernière minute et pas du gros chantier sur les arrivées ou les départs d'ici la fin du mercato. Après, enfin, de mon point de vue de supporter et pour l'avoir suffisamment démonté, j'ai l'impression que le travail de notre directeur sportif sur ce mercato-là était plutôt bien pensé. Après, bon, bah, ce sera jugé sur le reste de la saison, mais les besoins avaient été identifiés et je trouve que ça a plutôt pas mal bossé. Après, à voir ce que donnera Anthony Lopez, même si c'est une valeur sûre de la Ligue 1, il est plutôt en fin de carrière. Est-ce que il est sur une pente descendante ou pas, étant donné qu'il était à Nantes, qu'il est descendu l'année dernière. Enfin, Ah, je crois qu'on a perdu Mathieu. Je crois qu'Anthony Lopez a peut-être coupé la connexion là. Il voulait faire la comparaison avec Hervé Kofi justement. Ouais, Antoine, Mathieu en parlait un petit peu, notamment de Jacques Ecomier qui est un gros dossier. Est-ce qu'il sera présent du côté pour affronter Lille ou où en est son dossier? Puis le reste, si t'as des exclus pour le petit Lillois. Je sais pas s'il sera là parce que tout simplement il a pas joué le dernier match. Mm. Le club l'annonce blessé. On sait pas exactement ce qu'il en est. C'est pas dit qu'il soit là. S'il est pas là et si Joseph Kaloulou n'est pas arrivé, il y a plus de latéral gauche. C'est Carlen Sarkus qui joue à gauche. Et donc c'est la grosse incertitude du mercato, mais c'était plutôt logique. Hein. C'est un joueur annoncé sur le départ. Ça s'est pas concrétisé pour l'instant. C'est le jeu du mercato. Et plus globalement, pardon, je trouve que le mercato du SCO, comme disait Mathieu, a été très bien mené dans un contexte financier où c'est simple pour personne, surtout pour les petits clubs. Le SCO s'est renforcé très rapidement sur les postes évoqués par Laurent Boissier dès la fin de saison. Il avait évoqué forcément un gardien au milieu de terrain et devant. Et voilà, je trouve que ça a été plutôt bien mené, notamment devant où le SCO a une profondeur. Les postes sont doublés à l'heure actuelle. Enfin, les postes sont doublés parce qu'il ne devrait pas trop y avoir de mouvement à ce poste-là. Donc ça change de l'an dernier. Et pour revenir à Anthony Lopez, on ne sait pas ce que ça va donner. On peut l'imaginer. Moi, je trouve que c'est une bonne recrue dans le sens où l'année dernière a fait une saison incroyable l'an dernier, peut-être le meilleur gardien de Ligue 1. Voilà, il est dans les 2-3 en tout cas. Le remplacer, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. C'est compliqué. Anthony Lopez ne fera sans doute pas une aussi bonne saison qu'Hervé Kofi, mais ça va pas le déranger. Il a l'expérience. Et passer derrière un gardien comme Hervé Kofi, ça va pas lui poser de problème. Ce qui aurait peut-être posé plus de problèmes à un jeune gardien prometteur, qui aurait peut-être eu plus de qualité qu'Anthony Lopez, mais avec une succession dure à faire, notamment mentalement. Si, admettons, sur le premier match, le jeune gardien, ça se passe pas bien, on lui aurait tout de suite rappelé Hervé Kofi, et là, on peut lui mettre la tête sous l'eau. Alors qu'Anthony Lopez, il y aura pas de souci de ce point de vue-là. Ouais, justement, après, sur ce mercato, du coup, je l'ai pas aussi noté, mais il y a des historiques qui sont partis. Abdoulaye Bamba, Pierrick Capel, Florent Hanin aussi, notamment, parmi d'autres. Par rapport à ce mercato qui, tu l'as dit, a été effectué très rapidement, cette prépa aussi qui est plutôt positive, à quel point l'équipe, elle te paraît prête par rapport à celle d'il y a un an, sous Alexandre Dujeu, qui a fait une très bonne première partie de saison, puis qui avait perdu Sidiki Cherif, Abdelli. Ça avait été plus compliqué en deuxième partie de saison. Là, cette équipe d'Angers, elle te paraît
comment tu l'as comparée par rapport à celle d'il y a 1 an avec Alexandre Dujeu? Bah, à date, ça n'a rien à voir parce que l'année dernière, le SCO avait quasiment pas pu recruter. Ils avaient fait venir, enfin, ils C'est étaient vrai. empêchés par la DNCG, donc ils avaient fait venir Hervé Kofi et Louis Mouton très rapidement. Ensuite, ils n'avaient pas pu recruter et tout dépendait d'Esteban Le Paul, qui avait marqué sur la première journée face au Paris FC. Ensuite, il avait joué contre le PSG, puis il était parti à Rennes. Donc voilà, pour une quinzaine de millions d'euros. Le SCO pensait le remplacer. Ils envisageaient de faire venir Rémi Labolascari en prêt, qui a même été présenté à la presse. Enfin, il était là, il s'est entraîné. Steve Mounier et un attaquant de Sunderland, Ahmed Abdoulaye. Sauf qu'au dernier moment, la DNCG a refusé. La Ligue a refusé d'enregistrer ses recrues par rapport à la situation financière du club. Donc, enfin, c'était à date, c'était une absolue catastrophe. Hein. Les attaquants, c'était Sidiki Cherif, donc qui sortait d'une saison blanche, Prosper Peter qui avait 2 matchs en Ligue 1 et Leroy Machine, plus Jimmy Levina. Donc, enfin voilà, c'était assez catastrophique. Donc non, la construction de l'effectif est beaucoup plus avancée cette année. Il y a pas de doute. Ouais, non, très clairement. Ouais. Est-ce qu'on a retrouvé Mathieu ou alors est-ce qu'on te nous je crois que Allô? c'est compliqué. Ouais, Mathieu, on t'entend mais de manière assez, comment dire? Assez bruyante et c'est pas bon signe. Je sais pas si tu arriverais à régler ton micro et je reviendrai vers toi dans quelques minutes. Justement, petit point sur ce match aussi, sur potentiellement les absents ou les incertains de ce match. On a parlé du cahier Comier. Pour vous préciser, on tourne avant les confs, donc les points groupes, etc. Donc on n'a pas encore toutes les infos. Est-ce qu'Antoine, déjà, on a des certitudes ou justement des incertitudes sur certains cas pour ce match? Alors les certitudes, c'est que Aris Belkebla et Louis Mouton sont absents au milieu de terrain. Ils sont tous les deux en réathlétisation. Ensuite, récemment, Jacques Comi n'a pas joué le dernier match, donc on sait pas où c'en est. Est-ce qu'il est réellement blessé? Est-ce que des risques seront pris le concernant? Je sais que Jim Alevina, qui faisait une très grosse préparation, ah bah tiens, je suis en train de regarder un article sur ce qui a été fait là par les collègues là sur l'entraînement de ce matin. Comi et Alevina de retour à l'entraînement et Van Den Boomen absent. Ok, Donc, sacrée perte. ouais, après, on sait pas, il s'est entraîné, il était pas blessé dimanche, enfin samedi, il s'est pas blessé à l'entraînement d'hier, donc on sait pas, peut-être une petite alerte, mais rien de trop grave. Donc actuellement, à part Mouton et Belkebla, dont on connaissait les absences, voilà, il y a pas de, il y a pas de souci. Ouais, on va essayer de retrouver Mathieu, hein. Je crois qu'il y a des petits problèmes de connexion. On va continuer avec toi, Antoine, pour parler globalement de la saison. Du coup, première journée face au LOSC, pas la plus simple pour le coup, même si c'est à la maison. C'est quoi l'objectif de la saison? On sait que ça fait plusieurs années désormais que, depuis son retour en Ligue 1 sous Alexandre Dujeu, que le SCO arrive à se maintenir. La saison passée, finalement, c'était un peu une saison à double vitesse où ça fait une très bonne première partie de saison. On pensait qu'il y avait un sacré matelas, puis la fin de saison était un petit peu plus compliquée. Malgré tout, le maintien était acquis. Est-ce que cette saison, on est vraiment purement sur un objectif maintien? On peut attendre autre chose, de voir Angers un petit peu plus haut, ou non, il y a pas, on sait que c'est le plus Non. faible budget de Ligue 1. Ouais, voilà, c'est l'un des plus faibles budgets de Ligue 1 et visiblement il a augmenté de 5 millions par rapport à l'an dernier, il est à 30 actuellement. Donc voilà. Non, l'objectif c'est le maintien. Après faudra voir en cours de saison, mais la saison de l'année dernière invite à la prudence parce que fin janvier, ils avaient je sais plus 15 points d'avance sur le relégable, le premier relégable. Certains parlaient presque d'Europe à ce moment-là au club. Enfin, le penser assez fort et finalement derrière l'équipe s'est éteinte. Enfin, elle était clairement en surperformance tout un moment aussi parce que la profondeur de banc était très faible. Voilà, donc cette année elle est un peu plus prononcée. Donc voilà, mais ouais, non, le maintien et après on verra. Mais enfin, ça va vivre la même saison que Brest, que Le Havre, qu'Auxerre, que Troyes, Le Mans. Enfin, ça va se battre avec ces équipes-là. Ouais, non. Est-ce que Mathieu, déjà, tu nous entends et en tant que supporter, toi, tu as autre espoir que le maintien ou alors on s'en contente parfaitement vu les moyens du club? Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, Je parfait, suis tout désolé est bon, pour l'incident technique. pas de souci. Avant que la saison commence, c'est un peu compliqué de se projeter sur autre chose que le maintien quand on est à Angers. Maintenant, la prépa et le recrutement peuvent laisser penser
pour essayer de viser quelque chose de mieux que l'année dernière. Mais déjà, la 13e place, c'est très bien pour le SCO. Si on arrive à être entre la 10 et la 13e, ce sera une saison plus que réussie de notre côté. Du moment qu'on descend pas, je pense que et qu'on descend, enfin qu'on se maintient un peu avant les 3-4 dernières journées, je pense qu'on sera assez satisfait, quoi. Ouais, la saison passée, c'était le budget le plus faible de Ligue 1 avec Le Havre. À voir désormais cette saison avec Troyes et Le Mans, mais on est toujours dans cette caste de clubs, comme tu le disais, Antoine. Justement, Mathieu, tant que tu es avec nous, on sait jamais, tu peux peut-être nous quitter à tout moment, je te relance. Chaque semaine, on parlera du joueur à suivre dans l'équipe adverse. Ça peut être le joueur le plus dangereux, le joueur le plus attendu pour différentes raisons, le joueur autour duquel pourrait y avoir une histoire autour de ce match. Mathieu, toi, ce serait qui le joueur angevin que tu vas suivre pour cette première journée face au LOSC? Je vais essayer de pas faire trop classique, mais pas trop le choix. Je dirais Branco van den Bomen quand même, parce qu'il a fait une bonne demi-saison chez nous en prêt l'année dernière. Sur la prépa, et notamment sur le match contre le PFC, moi, il m'a fait très bonne impression. Comme le disait Antoine tout à l'heure, dans son jeu long, c'est un atout clairement pour nous, et on a des ailiers qui sont assez rapides aussi. Je pense à Raoul Isoa notamment, où on a vu des circuits de passe, que ce soit avec les ailiers ou même les latéraux entre Van den Bomen et eux, où c'était assez intéressant pour sauter des lignes, voire aller dans le dos de la défense. Et je pense que ça peut être, du moins tant qu'il n'est pas étudié, une arme assez redoutable. Donc je dirais Van den Bomen. Toi, Antoine, tu partirais aussi sur Branco ou tu as un autre nom à nous donner? Ouais, non, je pourrais. Jim Alevina, par rapport à la préparation qu'il vient de faire, c'est assez improbable. Jim, donc ça, il est là depuis 2 ans. L'année dernière, il s'est blessé, il s'est fait opérer, il avait un problème au mollet, il s'est fait opérer septembre. Il est revenu il est revenu en janvier, et ensuite il est revenu avec la CAN, il est revenu au SCO après, et il a été transféré en Turquie après. Enfin, prêté en Turquie, donc il a fait une demi-saison en Turquie. On pensait soit qu'il allait rester là-bas, soit revenir, mais partir, voilà. Et il fait une prépa assez incroyable avec 4 buts inscrits, 2 passes décisives, je crois. Enfin, je sais pas s'il avait inscrit 4 buts depuis qu'il était au SCO. Genre, prépa et championnat confondus, je ne pense pas. Donc ouais, non, c'est le joueur en forme dans le couloir droit pour l'instant. Donc c'est fort, très tonique, avec de la vitesse, un peu de technique. Donc voilà, je sais pas qui est le latéral gauche lillois, mais peut-être qu'il peut être amené à l'embêter. Ouais, Romain Perrault, qui avait été d'ailleurs en petite difficulté, même en grande difficulté sur le dernier match face à Everton. Est-ce que Jimmy Alevina est au niveau de Tyler Dibling? On verra ça dimanche, mais tu l'as bien dit, ouais, c'est un joueur qui est un peu transformé aussi par l'arrivée du nouveau coach avec les cartes qui sont rebattues. J'avais aussi un joueur, moi, qui m'intrigue, alors c'est pas forcément sur ce match, sur toute la saison, c'est Prosper Peter. Est-ce que du côté d'Angers, on voit Prosper Peter comme le nouveau Sidiki Sheriff, le Sidiki Sheriff +1, le joueur qui va pouvoir exploser au poste de 9 et être vendu une 20aine de millions, soit l'hiver, soit l'été prochain? Ou alors tu lui vois une autre trajectoire, un autre potentiel, Mathieu, si tu veux commencer? Pour lui, j'aurais bien aimé qu'il ait la même trajectoire, au moins jusqu'à Fenerbahçe, après on verra. Mais je trouve qu'il n'a pas suffisamment, sur la deuxième partie de saison dernière, pris la place qu'occupait Sheriff et l'importance qu'il a eu. J'en veux pour preuve qu'un Leroy Machine, par exemple, a pu éclore. Et là, j'ai peur que El Ouazzani lui soit passé devant dans l'esprit de Gilly sur la prépa, qui lui a réussi à être un peu plus tueur, voire efficace devant le but. Et c'est un profil différent, je trouve aussi. Même si les deux sont assez costauds et peuvent servir de point d'appui, je trouve que El Ouazzani peut apporter des choses, une palette différente et un peu plus fournie que Peter. Et puis, il faut pas oublier que Peter a aussi que 19 ans, donc ça reste un jeune joueur à en devenir et à finir de former, entre guillemets. Donc, j'ai pas envie de lui mettre trop la pression de suite, alors que El Ouazzani, lui, a un peu plus d'expérience. Et je pense qu'en sortie de banc, pour l'instant, ça peut être un très bon joker. Et puis, on verra ce que ça donne au fur et à mesure de la saison. Ouais, El Ouazzani, recrue estivale, prêté par Braga, ancien Gampé, je crois, de mémoire. On verra en tout cas lequel des deux jouera en pointe. Antoine,
des échos que tu as eu, tu penses qu'il y en a un qui a plutôt l'avantage sur l'autre, au moins pour le match face à Lille? Alors dans le 4-4-2, ils étaient associés, Ouais. Loisani et Peter. Et là, contre le Paris FC, avec une seule pointe, c'est Loisani qui jouait, qui semble visible pour l'instant avoir pris un peu d'avance, mais une saison c'est long. Peter ne fait pas la meilleure prépa possible, il n'a pas marqué. Le SCO a marqué 12 buts, lui n'a pas marqué. Donc voilà, pour un avant-centre, c'est un peu fâcheux forcément. Mais non, je pense qu'on le verra quand même. Enfin, on a vu les qualités qu'il a pu montrer l'année dernière. Ça s'évapore pas comme ça. C'est pas le même profil que Sheriff. Hein. C'est pas un attaquant capable d'étirer le bloc adverse. Mais si dans une équipe qui joue haut, il est assez adroit dans la surface, donc potentiellement il peut avoir quelques moyens de se mettre en lumière dans une équipe comme le SCO, ce SCO-là en tout cas. Et bon, en tout cas, on suivra ça dès dimanche du coup face à Lille. Le prono justement sur ce match. Alors depuis le retour du SCO en Ligue 1, ça réussit pas forcément le LOSC. Au SCO, aucune victoire, 4 défaites, aucun but marqué. Le dernier match, c'était déjà à Angers, victoire 1-0 de Lille. Et côté Lillois, ce qu'on avait surtout retenu, c'était la blessure, l'énième blessure d'Ethan Mbappé, qui s'était effondré au milieu du terrain, qui s'était gravement blessé à la cuisse. Est-ce que pour cette J1, avec nouveau coach, prépa positive, mercato qui a pu être anticipé sur cet été, est-ce que Mathieu, tu penses le SCO capable de faire autre chose qu'une défaite, d'aller accrocher au moins un petit point face au LOSC, où tu as quand même des doutes vu sur le papier, en tout cas le gap de qualité entre les deux équipes? L'inconvénient, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas du tout suivi la prépa de Lille, donc je sais pas vraiment ce que ça Globalement, vaut. on est sur on a parlé un petit peu dans la petite tribune, une prépa pas exceptionnelle, mais pas catastrophique. On est sur une prépa moyenne plus, là aussi avec un nouveau coach, mais il n'y a pas d'inquiétude forcément après cet été côté lillois. En ayant ces éléments-là en compte et en estimant que le SCO est assez prêt pour la première journée, je ne vois pas forcément perdre. Après, si tu me dis il y a 1-0 ou un partout à la fin du match, je signe les yeux fermés, mais on verra. Après, par le passé, on a réussi à battre Lille, mais à l'extérieur. À domicile, c'est toujours un peu plus compliqué. Bon, vous êtes un peu plus satisfait, notamment pour le titre que vous avez eu chez nous il y a quelques années, mais bon, vous pouvez bien nous rendre un peu l'appareil quand même. Je me souviens aussi que dans la saison, la triste saison en juin, la saison de la relégation, le LOSC avait offert la victoire, alors que ça allait disputer, enfin ça jouait pour une place en Ligue des Champions, et c'était, je crois, pour l'un des le J30, J31, et le LOSC était venu à Angers et vous avez offert 3 points, alors que je me rappelle que vous étiez sur 8 ou 9 défaites consécutives. Un but un peu cocasse de Sabanovic, il me semble. C'est vrai, ouais. Je crois que la première victoire d'Alexandre Dujeu et la première victoire depuis au moins 20 matchs. Ouais, non, je me souviens. Ils n'avaient pas gagné depuis le mois de septembre, je crois. Ouais. On était. Le nombre de défaites consécutives, je crois qu'ils avaient fait 13 ou 14 défaites. 13, c'est déjà bien suffisant. C'est un record en Ligue 1. Ouais, le LOSC était venu redonner un petit peu de sourire, même si c'était un peu tard. Toi, Antoine, tu vois quoi sur ce match? Tu vois le SCO capable d'accrocher le LOSC ou? C'est difficile à dire. Mais parce que normalement Lille est beaucoup mieux armée. Après, le SCO vient de battre le Paris FC, une équipe qui est mieux armée que lui. Mais au-delà de ça me fait un peu penser à la préparation quand Gérald Baticle est arrivé en 2021, où tout était beau, tout était rose. Et ils avaient enchaîné les victoires à Strasbourg, ils avaient battu Lyon, ils avaient battu Rennes. Donc ce SCO nouveau, un peu sur une nouvelle dynamique, un nouveau groupe, de nouvelles idées. Je me dis pourquoi pas, peut-être que ça peut bien débuter et mettre des points de côté très rapidement. Donc à voir. En tout cas, on verra ça dans les commentaires. N'hésitez pas à nous donner, vous, votre prono sur cette première journée. Justement, il y en a peut-être certains d'entre vous, des courageux supporters lillois qui feront le déplacement, ce premier déplacement de la saison pour un match officiel. Petit point déjà sur comment s'occuper un petit peu autour du match. On fera ça dans la petite causerie à chaque déplacement on pense aux supporters qui font le déplacement et qui ont peut-être pas trop d'idées. On a la chance d'avoir des invités qui y vivent, qui connaissent peut-être un petit peu mieux que nous, j'espère, Angers.
PSG. Cette semaine, du coup, c'est à plus de 400 km de Lille. Le petit Lillois y sera, évidemment. Donc, Raphaël, s'il regarde cette vidéo, peut-être aussi on lui donnera quelques idées. Qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi, Mathieu, pour s'occuper autour du match? Déjà, est-ce que la question t'inspire? Et est-ce que tu as des idées pour ça? Bah, un dimanche à Angers, on va pas dire que ce soit la ville la plus animée. Ça aurait été un samedi, il y aurait peut-être plus de choses à faire. Après, il y a des beaux endroits. Il y a le château d'Angers, je sais pas s'il sera ouvert à la visite, mais il y a la promenade du bout du monde qui est juste à côté, où tu as un panorama sur toute la ville, enfin, sur une bonne partie de la ville qui est assez chouette à faire. Après, pour entrer dans l'ambiance, il y aura la fan zone à côté du stade Raymond Kopa, qui est pas très, comment dire, elle est pas très hostile. Surtout pour Lille, je pense qu'il y aura pas de souci. Enfin, il y a moyen d'aller se rafraîchir, etc. Après, je connais une très bonne pizzeria en centre-ville si jamais il y a des Lillois qui veulent y déjeuner. Et puis après, il y a des petits parcs aussi à faire à Angers, mais un dimanche, c'est un peu compliqué de sortir, s'occuper. Ouais, c'était peut-être la question la plus compliquée là de tout. Antoine, t'es un peu plus inspiré? Déjà, Mathieu nous en avait plein d'adresses. Je suis d'accord, mais là, enfin, profiter du, je sais pas quel temps ils annoncent, mais Angers est assez désertique à cette époque-là de l'année. Cette semaine, ça peut peut-être, les vacanciers peuvent peut-être revenir à partir de ce week-end, mais se balader en ville, dans une ville très calme, c'est vrai que ça peut être sympa sur les bords de Maine, le château, le centre-ville en lui-même qui est sympa. Et bon, après le stade est loin, mais profiter de peut-être aller jusqu'au stade à pied. Et bon, en tout cas, on espère que ça inspirera nos supporters lillois qui feront le déplacement. Merci messieurs pour cette première sur la petite causerie. Vous avez eu l'honneur d'être premiers invités de ce nouveau format sur le petit Lillois. Rendez-vous semaine prochaine pour une autre petite causerie. Ça sera cette fois face au Paris Saint-Germain, réception du PSG. D'ici là, la petite tribune vous aura débriefé le match sur YouTube. Le petit radar aussi vous aura parlé de cette fin de mercato. Ça, c'est pour YouTube. Il y aura comme d'habitude plein d'infos sur le site, la conf, le point groupe, tout ce qui se passe autour du match, etc. Vous avez l'habitude, vous pouvez retrouver Mathieu sous le nom de Fulginiste sur Twitter, sur X pour ceux que ça intéresse. Puis toutes les infos d'Antoine Raguin avec Ouest France, évidemment. Je vous présente pas le quotidien, le média, je pense que vous le connaissez. Merci encore, messieurs, de m'avoir accompagné pendant cette grosse demi-heure. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine petite causerie. Merci à tous et salut.